9h22, Les jumelles martyrs, c'est le titre d'un livre publié aux éditions de Mortagne. Les jumelles, ce sont Isabelle et Mireille Grenier qui sont avec nous ce matin. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Oui, bonjour. C'est l'histoire de votre vie. C'est une histoire qui est évidemment horrible, comme malheureusement trop de Québécois et de Québécoises ont vécu. Pour le bénéfice des auditeurs, on va résumer un peu votre parcours. D'abord, vous êtes retrouvés abandonnés dès votre naissance. Oui. Oui. À 4 jours de naissance, la mère naturelle a signé l'acte d'abandon, où est-ce qu'on est demeuré à la crèche pendant 2 ans et 3 mois. OK. Et vous avez été adopté par une famille après cette période-là. Non, on n'était pas adoptés là, tout de suite. Non. Mais placé dans une famille. Oui, c'est ça. Dans ce temps-là, oui. On a été reconduit dans un foyer qui ouvertement disait vouloir adopter des enfants, 2 jumelles. Et finalement, il avait menti aux services sociaux en ce sens que ce qu'il voulait, c'était des revenus financiers. Et ces premières années-là, c'est-à-dire entre 2 ans et 8 ans, où on a été dans cette famille-là martyrisée mur à mur. OK. Les souvenirs que vous avez de cette période-là, les plus loin, là, quelles images vous avez en tête de votre présence dans cette famille-là? Quand on est arrivé. Pardon? Dès le départ. Oui. La première journée qu'on est arrivé là. Moi, j'avais besoin d'être changée de couche, je pleurais. Et puis, moi, je me souviens que la madame était avec sa mère. Et puis, la travailleuse sociale m'a changé de couche. Et puis, ma sœur, Mireille, elle voulait pas se faire prendre par la grand-mère, si on pourrait dire. Elle voulait rester dans les bras parce qu'il y avait 2 travailleuses sociales. Et puis, dès le départ, je me souviens on dirait qu'on était toujours, nous autres, connectés. Quand il y en a une qui pleurait, ça nous faisait de quoi. Et puis, ça m'avait marqué que ma sœur, elle avait pleuré parce qu'elle voulait pas aller dans les bras Elle sentait, dès le départ, qu'il n'y avait pas une connexion avec ces 2 femmes-là. Là. Et puis, moi, j'avais un biberon de lait, puis c'est comme... le biberon de lait a parti. J'ai jamais revu de biberon de lait par après, là. Mais ce qui est quand même exceptionnel, c'est qu'au moment où Isabelle avait besoin d'être changée, l'intervenante sociale demande où est-ce qu'elle peut changer l'enfant. Et la dame en question, le premier foyer, là où on a été martyrisé, elle lui indique la table de cuisine, là où elle peut changer l'enfant. Alors, je me dis, les services sociaux, jusqu'où ils avaient vérifié si la famille avait des accessoires pour garder 2 jeunes enfants. Parce que ce qui est clair dans votre livre, là, il y a plusieurs aspects. Il y a évidemment les sévices qu'on vous a infligés. Il y a le rôle de l'État, mais là, il faut se placer à l'époque, évidemment, là, ce qui est différent d'aujourd'hui, et peut-être pas tant que ça non plus, on y reviendra. Mais je ne veux pas aller dans les détails, mais il y a des chapitres qui sont choquants là, quand on lit ça. La cruauté verbale, le harcèlement, c'est une chose. Mais quand on voit, par exemple, les autres membres d'une famille, puis ça, vous décrivez ça, là. Oui. Les frères là, qui décident de vous entourer à un moment donné, puis c'est un cas d'agression sexuelle. Là. Oui. Puis vous êtes dans une maison, puis tu sais, c'est comme si c'est toléré. C'est l'impression que j'ai en lisant ça, là. Effectivement. Vous avez été agressé, puis c'était toléré dans la maison. Ça a été... disons qu'on avait une mère, une grand-mère et un père qui n'encadraient pas leurs 4 adolescents, leurs 4 enfants. Et eux autres, à ce moment-là, il y avait le devoir de ne pas nous regarder ni de nous toucher. Alors, la dame d'accueil, elle se fiait, elle, que parce que... Puis c'était une dame très autoritaire, c'est une dame très sévère, très rigide. Et elle avait interdit à ses fils de nous toucher et de nous regarder. Et elle pensait que parce qu'elle l'avait dit, que ce serait respecté. Parce qu'on se souvient qu'au moment où on est arrivé, on était toutes les 2, on avait chacune nos couchettes. Et puis, dès qu'elle avait aperçu ses fils être au-dessus de nos couchettes, elle a pris nos couchettes. Elle était tellement enragée, cette femme-là, que ses fils obéissent pas, qu'elle a pris les 2 couchettes et elle les a montées au grenier. Mais c'est nous 2 qu'elle a monté au grenier pendant des années. Où est-ce qu'on a... je pense qu'elle voyait, mais elle était aveugle. Bien, ça, on appelle ça de l'aveuglement volontaire. Oui. Tu sais, tu le sais, mais tu fais semblant que tu le sais pas, là. C'est ça. Exactement. Elle tolérait, justement, oui.
Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur vous? Parce que, vous savez, à chaque fois qu'on parle que ce soit d'agression sexuelle, d'abus physiques, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi ça prend du temps à en parler publiquement, pourquoi des gens décident plusieurs années après de s'ouvrir. Dans vos vies personnelles, vous avez grandi, oui. Ça a eu quoi comme effet? Comment vous avez passé à travers ça? Disons que nous autres, on gardait un lourd secret, c'est certain. Notre vie adulte, au commencement, on voulait pas en parler parce que on avait aussi... on disait on voulait être comme tout le monde. Paraître comme tout le monde aussi. C'est sûr, ça paraît pas physiquement qu'on était martyrisé ou abusé, mais on voulait être on avait peur que le monde nous rit de nous autres ou nous prenne en pitié. Fait que on gardait ça, mais c'est sûr quand il arrivait des situations comme entendre un enfant qui pleurait, on sait reconnaître des cris ou des pleurs qui c'est vraiment pas des cris ou des pleurs de bébé là, tu sais. Mm-hmm. Moi ça me mettait toujours en alerte là. C'était pour moi ça me fendait le cœur. À un moment donné, on s'est dit on se sentait pas prête aussi. On commençait chacun notre vie adulte et puis nos travails respectifs. Puis on se sentait pas prête à vraiment ouvrir. On en parlait, c'était un projet commun, mm-hmm. mais on avait laissé ça en stand-by. Ouais. Moi, les répercussions que ça a pu avoir sur ma vie, c'est au niveau de la socialisation. En rapport avec les autres. En rapport avec les autres, effectivement. Moi, j'ai porté ce vécu-là vraiment comme un casier judiciaire, où est-ce que je me sentais indigne d'être un adulte parmi les autres, parmi la société. Je portais le poids de la honte, de l'indignité. De l'avoir révélé à 20 ans, je serais tombée en dépression, je serais tombée au combat. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les outils, j'avais pas les ressources pour pouvoir porter et me défendre dans tout ça. Mais aujourd'hui, je sais que je peux le porter, je peux le dire ouvertement parce que je ne porte plus cette culpabilité-là, cette impuissance-là d'intervenir. Et l'idée d'écrire le livre a été une action de reprendre mon pouvoir pour pouvoir justement agir. Et les répercussions, ça a été davantage au niveau de la socialisation, puis en même temps au niveau de, comme dans mon travail comme travailleuse sociale, au niveau de la DPJ, je craignais le jugement des autres, dans ce sens que si on sait que j'ai un passé de victime, de cruauté, tout ça, on va me juger non apte à faire le travail que je faisais alors que je l'ai bien fait. Je disais qu'il y a plusieurs volets. Il y a le volet de l'État puis des services sociaux de l'époque, là, puis parce que vos dossiers sont documentés, là. Il y a notamment une remarque qui m'a frappé où l'intervenante écrit, là, puis ils ont analysé votre cas, puis ils disent que il n'y a pas un danger imminent. Ouais. Vous n'êtes pas dans une situation de danger, là. Moral ou physique. Moral ou physique, où votre vie, là, est en danger. Mais il y a un danger potentiel, mais il n'est pas imminent. Oui, effectivement, c'est ce qu'ils ont compris. Ça se passait entre quatre murs aussi, hein. Les autres, ils ne voyaient pas 24 heures ce qui se passait dans la maison, là. Puis il n'y avait pas accès à nous autres vraiment aussi. On était comme à l'écart. Fait que quelqu'un qui venait une demi-heure, le travail social, c'était pour rencontrer la madame, comment ça allait. Puis nous autres, elle nous disait aussi, la madame, elle nous disait d'avance, bien là, dites que vous avez une belle chambre, ça va bien avec vos frères. Que vous aimez vos frères, que vous êtes bien, que vous voulez pas partir d'ici. Mais en même temps, c'est ce à quoi vous faites référence, c'est en 72, au moment où est-ce que on a commencé à aller à l'école. Et quand on a commencé à aller à l'école, effectivement, il y a des soupçons qui sont ressortis du fait qu'on n'avait pas de matériel scolaire, la dame voulait pas collaborer avec l'école. Et là, il y a eu plus de soupçons et ils ont commencé plus à intervenir. Et il y a eu aussi une plainte qui a été portée. Et à ce moment-là, les services sociaux voulaient nous sortir. Vraiment, à l'été 72, ils se sont pris par 3 fois, dont une fois avec des policiers, et ils n'ont pas réussi à nous sortir de cette famille-là à cause des stratégies qu'utilisaient ces gens-là.
Et à ce moment-là, ils sont allés consulter au niveau... À ce moment-là, c'était la loi sur les services sociaux et de la famille. Là, qui avait moins de dents que ce qu'on a aujourd'hui. Qui avait moins de dents, oui. Et après consultation auprès du directeur de l'adoption, à ce moment-là, eux ont dit non, vous pouvez pas sortir les jumelles parce que, il y a un lien d'attachement. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Mais ils sont pas en danger, comme vous dites, imminent et immédiat. Donc, à cause de ça, on a vécu une année supplémentaire, M. Arcan, infernale, parce qu'on devenait de plus en plus consciente que la vie qu'on vivait n'était pas celle que les autres enfants vivaient. Et on devenait plus développé comme enfant, on avait 8 ans, et les viols, les abus, c'était envahissant d'une façon vraiment à déprimer. Quand j'ai fait les valeurs d'enfance, là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont vécu, qui ont eu le même genre de vie que vous avez eu, donc d'abus et d'agression. Puis, il y a un constat qui revient souvent, qui est l'espèce de, appelons ça, de secret de famille qu'on veut protéger, de culture du silence. Tantôt, on disait quelqu'un qui fait de l'aveuglement volontaire, qui veut pas. C'est comme pendant plusieurs années au Québec, là, puis il y a des générations qui ont payé le prix de ça. C'était tabou. On le savait, mais il fallait pas trop en parler. Dans la famille, à l'extérieur, puis si tu dénonces, tu vas briser une famille, tu vas envoyer peut-être quelqu'un en prison, puis que c'est épouvantable. Vous vous inscrivez, je pense, pas mal dans ça. Oh, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et je dirais, c'est encore ça aujourd'hui, en 2018. La loi du silence, particulièrement dans les familles, de dénoncer quand on est un grand-père ou une grand-mère, puis que notre enfant, notre fils ou notre fille est dans une situation de pas avoir à fournir suffisamment de soins à son petit-fils ou à sa petite-fille, ils vont pas nécessairement le dénoncer. Ils vont plutôt compenser un bout de temps jusqu'à temps que des fois l'enfant, le jeune enfant leur soit remis entre les mains. Et ils vont pas dénoncer. C'est très, très fort, même encore aujourd'hui. Et nous, ce qu'on apporte comme solution, du moins, c'est une option. Ce qui nous a motivé à écrire le livre, c'est justement au niveau des témoins. Les gens disent « Ah, mais oui, mais ils ont eu peur. » Oui, je peux comprendre qu'un adulte a peur. Mais à un moment donné, on passe puis on embraye à autre chose que la peur. Donc, je dis, pour ces gens-là, il y a une loi qui oblige tout citoyen qui est témoin d'actes envers un enfant de moins de 18 ans qui est abusé physiquement ou sexuellement à dénoncer au directeur de la protection de la jeunesse. Et si tu ne le fais pas, et c'est là que le bas blesse, dans le sens que quand on fait l'enquête par la suite au niveau de l'enfant, on enquête sur y a-t-il été victime ou il n'a pas été victime. Mais à quel moment on enquête sur est-ce qu'il y a eu des témoins préalables à la découverte de la situation? Y a-t-il eu des témoins? Parce que ces témoins-là avaient une obligation, un devoir. C'est parce que des gens, là, c'est pas vrai que tu peux, je pense, martyriser des enfants, les abuser, les maltraiter, leur faire vivre des conditions là, de vie qui n'ont pas de bon sens, sans que quelqu'un, là, puis je parle pas de quelqu'un qui fait une enquête exhaustive, là, ça paraît dans vos visages. Ça paraît dans la façon dont vous vous comportez, non? Ça peut paraître, mais aujourd'hui, puis c'est une bonne chose que ça prend du matériel, ça prend des faits. Oui, mais c'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme, ça invite à tirer l'oreille. Je vous donne un exemple. Là. Moi, je me souviens du cas de bureau de Beaumont, là, qu'on l'appelait, là, qui a martyrisé son fils. Son fils arrivait à l'école, là, il faisait chaud, puis c'était des manches longues pour cacher les blessures, là. Tu sais, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Oui, effectivement. Mais vous voulez amener les gens à parler, à le dire quand ils sont témoins. À se responsabiliser. Effectivement, oui. À le dire et à se responsabiliser. Et pour les gens qui ne dénoncent pas, que l'enquête aille jusqu'à demander qui a été témoin et cette personne-là qui n'a pas répondu à son devoir de citoyen, qu'elle puisse compenser par des travaux communautaires. En ce sens que si tu n'as pas été capable d'aider un enfant parce que tu avais peur comme adulte, ben tu pourrais
te retrouver avec un nombre d'heures, exemple, pour aider la société dans un autre sens. Pour faire déposer sur les épaules de chaque citoyen réellement le devoir qu'ils ont de dénoncer. Les jumelles martyrs, c'est publié aux éditions de Mortagne. Comment vous vous sentez depuis que là, vous en parlez, puis depuis que vous avez, écrit ce livre? C'est une libération. Ouais. C'est vraiment un soulagement. Puis beaucoup de gens aussi compatisent avec nous autres. Et puis je pense que ça va aider aussi les gens, ceux qui gardent des lourds secrets, justement à se dévoiler eux autres aussi. En parler, ce serait plus tabou de garder des secrets. C'est difficile à garder aussi longtemps qu'on a gardé. C'est difficile. Je pense que vous n'avez pas eu de réaction négative? Des fois, on ne sait jamais. Ouais. Non? Non, pas qu'on n'a pas été capable de rencontrer. Là, il y en a eu, là, mais la majorité, c'est des témoignages de gens qui disent « Ah oui, nous autres aussi, on a vécu ça. Ah oui, nous autres aussi, on a vécu ça. » On a même des jumelles, tu sais. On a 3, 4, 7 de jumelles qui nous disent « Ah, nous autres aussi, on a vécu ça. » On rencontre beaucoup de gens qui vivent ça. Ils sont adultes aujourd'hui, mais ils n'en ont jamais parlé. Mais ce qui fait du bien d'avoir sorti le livre, puis ce qui fait du bien, effectivement, d'avoir sorti le livre, c'est de penser, de croire et d'avoir la foi en un système qui va regarder les témoins qui n'ont pas été en mesure de dénoncer et qui vont faire porter sur les épaules des gens cette responsabilité-là en donnant une sanction. Que les gens soient solidaires aussi entre eux autres. Quand ils voient une situation qui vraiment qu'ils disent. Qui sentent qu'ils ont une obligation d'aider. Parce qu'un des objectifs, Isabelle, qu'on avait, c'était d'humaniser. Humaniser les gens. Quand on voit quelqu'un dans une situation de misère, comme vous décriviez tout à l'heure, ça paraît dans la face d'un enfant, mais de ne pas faire semblant que c'est pas là. D'humaniser les gens. Quand on intervient avec un cœur d'humain, puis qu'on voit que quelqu'un va pas bien, spontanément, c'est humain de dire hey, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, tu sais. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin. Merci, monsieur. Mireille Grenier, Isabelle Grenier, donc les jumelles, auteur de ce livre, Les jumelles martyrs. On fait une pause 9h40, on revient après.